de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, qui a posé les bases d'une école inclusive, des progrès considérables ont été réalisés pour assurer une scolarisation de qualité pour tous les enfants, notamment par la prise en compte des besoins plus spécifiques de certains d'entre eux. Dans le cas des enfants en situation de handicap, le nombre d'enfants scolarisés en milieu ordinaire a triplé depuis 2006. Cette forte augmentation a été permise par le renforcement considérable de l'accompagnement humain, avec près de 132 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, aujourd'hui contre 41 000 il y a une décennie. Depuis 2017, notre majorité s'est résolument engagée pour faire de l'école inclusive une priorité. Nous avons posé des jalons importants qui ont permis de structurer une réponse plus adaptée et plus juste aux besoins des enfants en situation de handicap. Sous l'impulsion du président de la République, nous avons doublé le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés dans les écoles ordinaires, passant de 260 000 en 2017 à plus de 490 000 aujourd'hui. Cette augmentation a été soutenue grâce à la loi du 27 mai 2024 permettant la prise en charge par l'État des AESH sur les temps de pause méridienne. Nous avons également revalorisé et stabilisé leur statut en favorisant leur professionnalisation et en leur permettant de bénéficier d'un accompagnement sur des temps de formation et de concertation avec les équipes pédagogiques. Nous avons investi massivement dans la création de dispositifs ULIS et de postes d'enseignants spécialisés. Ainsi, sur le plan financier, le budget de l'école inclusive a plus que doublé depuis 2017, en passant de 2,1 milliards d'euros à 4,6 milliards d'euros en 2025. Sur le plan pédagogique, la formation des enseignants comprend désormais un volet consacré à l'inclusion scolaire, à travers un module de 25 heures sur l'école inclusive au sein de leur formation initiale. Ce module doit être porté à 50 heures à la rentrée prochaine et la mise en place d'une plateforme Cap École Inclusive propose des ressources pédagogiques numériques immédiatement utilisables en classe pour faciliter la scolarisation de tous les élèves. Mais nous savons que ces avancées ne suffisent pas. Je prends donc aujourd'hui la parole pour vous présenter une proposition de loi qui, je le crois sincèrement, peut contribuer à faire progresser notre école vers davantage de justice, de cohérence et d'humanité. Elle vise à renforcer le parcours inclusif des enfants en situation de handicap et plus largement de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers. Si le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés progresse incontestablement, c'est aussi un défi permanent. Car derrière ces chiffres, il y a des réalités de terrain complexes, parfois douloureuses. Tout d'abord, il faut mentionner la complexité des parcours pour les familles, qui témoignent encore trop souvent d'un sentiment de parcours du combattant. Les démarches administratives pour obtenir des aides et des aménagements restent en effet lourdes et répétitives. Un travail de simplification des procédures administratives pour alléger la charge qui repose sur les familles et permettre une réponse plus rapide aux besoins des enfants est donc encore à réaliser. Par ailleurs, l'adaptation pédagogique doit être encore renforcée. En effet, la charge de l'adaptation repose aujourd'hui beaucoup sur les AESH et sur les élèves eux-mêmes. Il faudrait inverser cette logique pour proposer des solutions pédagogiques qui rendent l'école accessible à tous les enfants. Cette situation est due à plusieurs facteurs. Une dépendance trop importante à l'accompagnement humain, une formation encore insuffisante des personnels, notamment des enseignants, qui expriment souvent leurs difficultés face à des besoins éducatifs auxquels ils ne savent pas toujours répondre en raison d'un manque d'outils et de formation spécifiques, ainsi qu'un cloisonnement entre les métiers. Il paraît donc indispensable de renforcer la formation des enseignants à l'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et d'encourager une plus grande coopération entre les différents métiers entourant ces enfants du temps scolaire au temps périscolaire. Le troisième défi réside dans le manque de suivi de données consolidées relatives aux politiques publiques de l'inclusion scolaire, comme le constatait d'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2024 sur l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Il est ainsi difficile d'évaluer les résultats de la politique d'inclusion scolaire, notamment en matière de performance scolaire ou de trajectoire d'insertion, sans disposer de données statistiques complètes et de données qualitatives. Le pilotage de cette politique publique en est rendu plus complexe. Des structures de pilotage et de concertation existent, à l'instar des comités départementaux de suivi de l'école inclusive,
ou du Comité national de suivi de l'école inclusive. Cependant, les premiers ont un fonctionnement inégal. Si les CDSEI peuvent jouer un rôle structurant de pilotage dans certains départements, celui-ci peut se limiter au simple état des lieux dans d'autres. Quant au CNSEI, coprésidé par les ministres de l'Éducation nationale et du handicap, il s'agit d'un lieu d'impulsion de la politique d'inclusion scolaire, mais qui a pâti depuis sa création en 2019 d'une absence de régularité de ses réunions. À ce titre, je ne peux que saluer l'engagement pris par Mesdames les ministres Elisabeth Borne et Charlotte Parmentier-Lecocq de réunir désormais ce comité tous les 6 mois afin de mettre en place un suivi régulier au niveau national des progrès de l'école inclusive. Le constat est donc là. Il faut rendre les parcours plus lisibles et plus souples pour les familles, plus fluides pour les professionnels et avant tout plus efficaces pour les enfants. Car c'est bien de cela qu'il est question, l'intérêt de l'enfant. Cette proposition de loi repose donc sur 3 objectifs très opérationnels. Le premier, la généralisation du livret de parcours inclusif. Il s'agit d'une application numérique destinée à centraliser les informations relatives au parcours des enfants à besoins éducatifs particuliers. Cet outil fait consensus parmi les professionnels et les représentants des parents d'élèves, mais malgré une augmentation récente des ouvertures des LPI au cours de la dernière année scolaire, plus 69%, son déploiement et son usage effectif restent encore limités à ce jour, alors même que son déploiement aurait dû être généralisé à la rentrée scolaire 2022, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ce livret reste donc très inégalement déployé. Il dépend de la bonne volonté des équipes, parfois de l'initiative individuelle d'un chef d'établissement ou d'un enseignant référent. Nous proposons donc de le rendre systématique pour tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, qu'ils aient ou non une notification de la MDPH. Cela permettra un meilleur suivi dans le temps, notamment lors des transitions entre l'école, le collège, le lycée, une meilleure lisibilité pour les familles et une véritable traçabilité des aménagements pédagogiques qui bénéficiera aussi aux équipes éducatives, souvent en manque de repères à l'arrivée d'un nouvel élève. Le deuxième objectif, mieux évaluer pour mieux agir. Depuis trop longtemps, nous avançons avec des données parcellaires, souvent anciennes ou peu comparables. Il est impossible d'ajuster nos politiques sans disposer d'une photographie claire, à jour et complète de la réalité de l'inclusion scolaire. Nous proposons donc que le gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport détaillé en amont de l'examen des textes budgétaires. Ce rapport devra comporter des données quantitatives, mais également qualitatives, qui sont indispensables pour orienter nos décisions budgétaires, identifier les territoires en tension, mais aussi mesurer l'efficacité des dispositifs et anticiper les besoins. L'école inclusive ne peut pas reposer sur une intuition ou un affichage. Elle doit s'appuyer sur une évaluation rigoureuse et transparente dont le Parlement doit être pleinement partie prenante. Troisième objectif, sans doute le plus structurant, la formation. Aujourd'hui, trop peu de professionnels sont formés aux besoins éducatifs particuliers. Et lorsqu'ils le sont, c'est souvent de manière cloisonnée, sans coordination entre les différents corps de métier. C'est pourquoi cette proposition de loi prévoit la mise en place de formations pluricatégorielles et interministérielles. Afin de lutter contre le cloisonnement entre les différents métiers qui interviennent dans l'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers, notamment entre le secteur éducatif et le médico-social, mais aussi en lien avec le périscolaire, et ce afin de créer une culture de travail commune à l'ensemble des acteurs, il apparaît nécessaire de mettre en place ces formations croisées. Celles-ci seraient réalisées sur une base annuelle et permettraient d'améliorer la coopération entre les professionnels dans le but de proposer un meilleur accompagnement et une plus grande adaptation pédagogique aux enfants à besoins éducatifs particuliers. Mes chers collègues, cette proposition de loi n'est pas un texte technique, c'est une volonté de cohérence. Nous avons inscrit dans la loi que l'école est inclusive. Nous avons reconnu à chaque enfant le droit d'être scolarisé dans l'école de son quartier. Nous avons créé des dispositifs, recruté des AESH, accompagné des évolutions de mentalité. Mais aujourd'hui, l'application concrète de ces principes reste trop inégale, trop fragile, trop dépendante des ressources locales. Il ne s'agit pas de tout reconstruire ni de tout réinventer, il s'agit de solidifier, d'outiller, de rendre lisible. Cette proposition ne prétend pas tout régler, mais elle peut changer les choses. Évidemment, au-delà des avancées portées par cette proposition de loi, il est nécessaire d'engager une réflexion plus large sur la continuité du parcours de l'enfant à besoins éducatifs particuliers. L'inclusion ne peut se limiter au seul temps scolaire. Elle doit intégrer l'ensemble des temps de vie de l'enfant, qu'il s'agisse des temps périscolaires, extrascolaires
ou de l'articulation avec les temps médicaux, sociaux et familiaux. Cette approche globale est indispensable pour construire un véritable parcours inclusif, sans rupture, fondé sur une coopération renforcée entre tous les acteurs. Je vous invite donc, mes chers collègues, à l'examiner avec la responsabilité qui est la nôtre et à lui apporter votre soutien. La société inclusive commence à l'école. Ce que nous faisons pour les enfants aujourd'hui façonne le monde que nous construisons demain. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre d'État.